Don Rufino Campos se réveilla en sursaut au cœur de la nuit, comme si une main invisible l'avait brusquement tiré de ses rêves. Il ne s'agissait ni du vent sifflant à travers la fenêtre fendue de sa petite chambre, ni des aboiements lointains des chiens errants qui rôdaient dans les rues sombres du quartier. Non. Ce qui l'avait réveillé, c'était la douleur. Une douleur sourde, vorace. Implacable, qui prenait naissance dans la plante de ses pieds avant de remonter lentement, comme une coulée de feu vivant, le long de ses jambes engourdies. Elle serpentait le long de son dos. S'enroulait autour de sa cage thoracique et s'installait finalement dans son cœur, tapie comme une bête affamée qui n'attendait qu'un signal pour déchirer tout ce qu'elle trouvait. « Mon Dieu, mon Dieu, aide-moi » murmura-t-il entre des dents serrées, tandis que ses doigts tremblants tâtonnaient à la recherche de l'interrupteur de la vieille lampe suspendue au plafond par un fil dénudé. La lumière jaune, faible et vacillante, dévoila son minuscule logement, une pièce de 3 mètres par 4 qu'il appelait, faute de mieux, sa maison. Dans un coin, roulé sur un matelas usé posé. Directement sur le sol glacé, Tinto, son fidèle chien, un bâtard couleur café au lait, leva les oreilles et gémit en l'observant. « Tranquille, Tintito, calme-toi, mon vieux compagnon. » Souffla Rufino, mais sa voix, frêle et brisée, trahissait l'effroi qui lui montait déjà dans la gorge. Il avait 76 ans. 76 longues années qui pesaient sur son dos comme un sac. Rempli de pierres qu'il n'avait jamais pu poser. 40 ans de labeur comme ouvrier maçon, il avait élevé des murs qui n'avaient jamais été les siens, bâti des maisons dans lesquelles il n'avait jamais été invité à dormir. Ses mains, autrefois fortes et sûres, étaient aujourd'hui noueuses, tremblantes, déformées par l'effort continu. Elles avaient mélangé des tonnes de ciment. Porté un nombre incalculable de briques. Et maintenant, en cette nuit de juin 2024, quelque part dans un quartier oublié de la périphérie de Bogota, ses mêmes mains n'étaient plus capables de tenir correctement le petit étui où il conservait ce qu'il considérait comme son trésor le plus précieux, ses dernières doses d'insuline. Il ouvrit la boîte avec maladresse. Vide. Non, non. Ce n'est pas possible, souffla-t-il en sentant la panique grimper comme une marée noire dans sa poitrine. Il avait utilisé sa dernière dose dans l'après-midi. Il s'en souvenait parfaitement. Il s'était dit qu'il irait acheter le reste le lendemain demain, sans faute, et que Don Alberto, le pharmacien, lui ferait encore crédit comme il l'avait toujours fait. Mais le lendemain était devenu aujourd'hui, et aujourd'hui s'était transformé en une nuit infernale où son corps réclamait, avec une cruauté implacable, chaque soin négligé, chaque repas mal équilibré, chaque dose retardée. 15 années qu'il vivait avec le diabète. Au début, tout semblait simple, quelques comprimés, une alimentation surveillée, des précautions raisonnables, mais la pauvreté use plus sûrement que la maladie. Avec le temps, sans traitements adéquats, sans consultation régulière, la maladie avait avancé comme une armée silencieuse, méthodique, conquérant centimètre par centimètre tout son organisme. D'abord la vue, les couleurs s'étaient fanées, le monde était devenu plus flou, comme recouvert d'un voile trouble. Pour lire une facture, une ordonnance, un simple message. Il devait coller le papier si près de son visage que son nez en effleurait presque la surface. Puis vinrent les blessures qui ne guérissaient plus, une simple égratignure mettait des semaines à cicatriser. La moindre ampoule devenait une plaie brûlante, comme si des braises y étaient enfermées. Et ensuite, le pire, les engourdissements, cette sensation atroce d'avoir les pieds enveloppés dans un coton mouillé ou de marcher sur du versant sans rendre compte jusqu'au moment où, soudain, la douleur éclatait, brutale, insoutenable, coupant littéralement le souffle. Seigneur Jésus, toi qui as relevé le paralytique, toi qui as rendu la vue à l'aveugle, regarde-moi, pria Rufino, assis au bord de son lit, ses mains jointes, les larmes dévalant son visage. Sillonné de rides profondes. Tinto s'approcha et posa doucement sa tête sur les genoux de son maître. Lui aussi vieillissait. 11 ans déjà, un œil voilé par la cataracte, les côtes saillantes sous son pelage clairsemé. Rufino l'avait trouvé 8 ans plus tôt, une nuit de pluie, grelottant près d'une benne à ordures. 2 âmes solitaires qui s'étaient reconnues, qui avaient décidé qu'il valait mieux affronter la vie ensemble que mourir de solitude chacun de son côté. « Je ne peux pas te laisser seul, Tintito, je ne peux pas, » dit Rufino, caressant les oreilles douces du chien. « Qui te donnera à manger si je m'en vais? Qui te grattera derrière l'oreille comme tu aimes tant ?» Une brûlure fulgurante traversa sa poitrine. Il connaissait bien cette sensation. Il savait ce qu'elle annonçait.
Son corps entrait en cétoacidose. Sans insuline, il pourrait sombrer dans le coma en quelques heures. Et si cela lui arrivait ici, dans ce petit réduit houleux? Propriétaire ne frappait à la porte qu'une fois par mois et uniquement pour réclamer le loyer et personne ne le trouverait avant que l'odeur ne se répande dans tout le couloir. Pas aujourd'hui. Pas comme ça, se dit-il, rassemblant une force qu'il ne savait même pas posséder encore. Il se leva lentement, s'appuyant à la paroi décrépite pour ne pas s'effondrer. La pièce tournoya autour d'eux. Lui. Il attendit, immobile, le temps que le vertige s'atténue. Puis il fit les 4 pas qui le séparaient de la petite table où il gardait son argent, une boîte de café vide servant de tirelire. Il l'ouvrit et compta les pièces une à une, ses mains tremblant tant que plusieurs tombèrent au sol. Tinto les reniflait avec anxiété, comme s'il comprenait que quelque chose de grave se jouait. 1, 2, 3. Rufino comptait à voix haute, comme pour s'accrocher à sa propre présence dans la pièce. 13 400 pesos. Une dose d'insuline coûtait 42 000 dans la pharmacie du quartier. Pour lui, 42 000 pesos, c'était comme 42 millions. Sa pension mensuelle quand elle arrivait à temps n'était que de 700 000 pesos. Et sur ce montant misérable, 200 000 partaient dans le loyer. 100 000 dans les services, 100 000 dans divers médicaments, avec les 300 000 restants, il devait manger tout le mois, acheter de la nourriture pour Tinto, et essayer d'économiser quelques billets. Pour les urgences. Mais les urgences, elles, arrivaient toujours plus vite que l'argent. Dieu pourvoira. Dieu pourvoit toujours, se murmura-t-il comme une prière, un mantra, une bouée à laquelle il se raccrochait depuis des années. Il s'habilla lentement, un pantalon de survêtement usé jusqu'à la trame, autrefois bleu mais désormais d'une couleur indéfinissable, une chemise à carreaux à laquelle il manquait un bouton, un pull en laine tricoté à la main par Donia Esther, sa voisine. 3 Noëls plus tôt, des baskets trouvées près d'une benne à ordures, quelqu'un les avait jetées à cause d'un petit trou dans la semelle, mais pour lui, c'était un trésor. Tu restes, Tinto, dit-il à son chien qui le fixait de ses yeux sombres pleins d'une tendresse presque humaine. Garde la maison. Je reviens vite. Il glissa les pièces dans sa poche, sentant leur faible poids comme une illusion d'espoir. Puis il prit son bâton de marche, une branche qu'il avait lui-même poncé et verni et poussa la porte. Le vent froid de Bogota le frappa au visage comme une lame de rasoir. La nuit était noire, silencieuse, immense. Les lampadaires clignotaient faiblement. Certains totalement éteints. Au loin résonnait le bruit intermittent d'un bus nocturne, dont Rufino inspira profondément et se mit en marche, seul, fragile, mais déterminé, ignorant encore que cette nuit-là, à cause d'un refus cruel du pharmacien et d'un geste inattendu venu d'en haut, sa ville et celle de tout le quartier allaient basculer pour toujours. Rufino avançait à pas courés. Hésitant, appuyé lourdement sur son vieux bâton de Madeira. Chaque quelques mètres, il était obligé de s'arrêter, por quel dolor en su pierna se volvia quasi insupportable. Le quartier dormait profondément. Les maisons basses et les petits immeubles se dressaient de chaque côté de la rue comme des dents carriées dans la bouche fatiguée d'un vieil homme. Les lampadaires par endroits ne fonctionnaient plus, créant des îlots d'ombre où le vent murmurait entre les sacs en plastique et les feuilles mortes. La pharmacie ouverte 24 heures se trouvait à 8 cuadras, 8 longues pâtées de maisons qui, cette nuit-là, lui semblait un désert sans fin. En temps normal, Rufino serait allé chez le pharmacien de toujours, la petite pharmacie de Don Alberto, à quelques rues de là. Là-bas, on connaissait son nom, on lui demandait de ses nouvelles, on savait qu'il était diabétique depuis des années. Parfois, quando no tenía dinero completo, Don Alberto lui faisait crédit. Avec un sourire triste mais bienveillant, en disant toujours la même phrase, la santé d'abord, Don Rufino. L'argent, on verra plus tard. Mais ce soir, la petite pharmacie de quartier avait fermé. Depuis longtemps. À 8 heures pile, le rideau de fer descendait, sans exception. Il ne restait plus qu'une option, la grande pharmacie de chaîne, la San Rafael, la seule qui ne fermait jamais. Avec ses enseignes lumineuses et ses publicités criardes. Là-bas, les employés changeaient tous les 3 mois. Personne ne connaissait les clients par leur nom. On te regardait comme un numéro. Un ticket de caisse, pas comme une personne de chair, d'os et de souffrance. Rufino fit un pas, puis un autre. Chaque mouvement était un petit acte de foi, un défi silencieux lancé à son propre corps.
Padre nuestro que está en los cielos, santificado si tu nombre. Il priait à voix basse, ses lèvres sèches remuant à peine. Venga a nosotros tu reino. Hagas tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. La prière, répétée depuis l'enfance, lui donnait un rythme, presque comme le tic-tac d'une horloge intérieure. Elle calmait le tremblement de ses mains. Apaisait un peu le vertige, lui rappelait qu'il n'était pas complètement seul, même si, dans cette rue sombre et déserte, tout en lui criait l'abandon. Il passa devant la boulangerie fermée. Celle où l'odeur du pain chaud s'échappait chaque matin et lui rappelait des temps meilleurs. À côté, le garage mécanique dormait aussi, protégé par un grand rideau métallique couvert de graffitis. De noms d'adolescents, de slogans oubliés. Il continua devant le petit parcours, le jour, les enfants jouaient à la marelle et au football, leur rire illuminant les bancs usés. Maintenant. Le parc n'était plus qu'un amas de silhouettes sombres, des arbres décharnés, des balançoires qui grinçaient au moindre souffle de vent, et le craquement discret des feuilles sèches traînées par les rafales. 5 cuadras. Ses pieds brûlaient, comme si on lui plantait des aiguilles rougeoyantes dans la plante des pieds. Il sentait une humidité étrange dans ses chaussures. Une ampoule, sans doute, qui s'était ouverte et qui frottait maintenant contre le tissu rêche de ses chaussettes. Il savait que s'il s'arrêtait pour regarder, pour retirer la chaussure, il risquait de ne plus jamais se relever de ce trottoir froid. 6 cuadras. La sueur perlait sur son front malgré la nuit fraîche. Une sueur acide, lourde, différente de celle du simple effort. Sa respiration devenait irrégulière, coupant ses phrases de prière. Une douleur sourde se logea sous son sternum, irradiant dans sa poitrine à chaque inspiration. Dano un nuestro pan de cada dia, murmura-il, la voix entrecoupée. Perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos. 7 cuadras. Au bout de la rue, il commençait enfin à distinguer les lumières de la pharmacie. Un rectangle de lumière blanche. Presque aveuglante au milieu de la nuit, comme un phare au cœur d'un océan de bitume et de silence. Dans ses yeux fatigués, ce rectangle prit l'apparence d'une promesse, peut-être un peu de répit. Un soir de plus à vivre, un jour encore pour respirer, pour dire « Gracia », sonore. 8 cuadras. Il arriva devant la grande vitrine immaculée. Derrière le verre, on voyait les rayons alignés avec une précision militaire, boîtes colorées, bouteilles, produits de beauté, promotion en rouge vif. Rufino poussa la porte de verre avec effort. Une petite sonnerie électronique annonça son entrée. Un bip, presque ironique dans le silence de la nuit. L'air conditionné le frappa aussitôt comme une vague glacée. Il frissonna de tout son corps. Ses vêtements, déjà humides de sueur, devinrent soudain une seconde peau froide collée à lui. La lumière fluorescente, trop blanche, trop crue, l'éblouit au point qu'il dut plisser les yeux. Tout semblait irréel, comme un décor trop propre dans lequel il ne se sentait pas à sa place. Derrière le comptoir, un jeune homme leva les yeux de son téléphone portable où il regardait des vidéos. Il n'avait pas plus de 35 ans. Ses cheveux, soigneusement gominés, étaient plaqués vers l'arrière. Il portait une barbe courte, taillée au millimètre, et une blouse blanche si impeccablement repassée qu'on aurait dit qu'il ne s'en servait que pour être vu, pas pour travailler. Sur son torse, une plaque brillante. Claudio Mene, régent de pharmacie. En moins de 2 secondes, le regard de Claudio balaya Rufino de la tête aux pieds. 2 secondes suffirent pour tout dire. Rufino lut dans ses yeux quelque chose qu'il connaissait trop bien, le mépris. Cette expression froide, légèrement plissée, il l'avait déjà vue. Dans les bureaux où il allait chercher sa maigre pension, dans les banques, dans certains supermarchés. C'était le regard réservé aux vieux pauvres, à ceux qui osent entrer dans des lieux où l'on estime qu'ils n'ont rien à faire. Buena noche, dit Rufino d'une voix enrouée en s'approchant du comptoir. Disculpe que venga a esta hora, pero necesito insulina. Insulina rapida. Por favor. Claudio ne bougea pas. Il baissa de nouveau les yeux vers son téléphone, comme si ce vieil homme n'était qu'un bruit de fond. Tienne receta, demanda-t-il d'un ton mécanique. Sans même lever la tête. Si, aquí está, répondit Rufino avec empressement. Ses mains tremblaient tandis qu'il fouillait dans la poche intérieure de sa veste. Il en sortit un morceau de papier. Plié, jauni,
qui avait été ouvert et refermé tant de fois qu'il menaçait de se déchirer au pli. C'était son ordonnance. Elle datait de 6 mois, mais elle était toujours valable, il en était certain. Il la posa avec précaution sur le comptoir, comme on dépose une relique. Claudio jeta un regard au papier sans même le toucher, comme s'il craignait une contamination invisible. Insulina Glargina 108, annonça-t-il d'une voix monotone. Sont 42 000 pesos. On aurait dit qu'il lisait un manuel technique, sans la moindre émotion, sans la moindre conscience du poids de ses mots. Yo Tango, balbutia Rufino. Il plongea la main dans sa poche et commença à sortir des pièces, qu'il posa une à une sur le comptoir. Des pièces de 500, de 200, de cents. Certaines étaient si vieilles et usées que les numéros étaient presque illisibles. C'était le fruit de ses économies, de ses renoncements, un pain de moins, un bus pris à pied, un café évité. Claudio posa enfin son téléphone et regarda l'amas de pièces. Puis, soudain, il fit quelque chose que Rufino n'oublierait jamais. Il éclata d'un petit rire discret, une sorte de ricanement étouffé, mais suffisamment audible. Une risée courte, mais remplie de mépris. Le genre de rire qui n'a pas besoin de mots pour humilier, le rire des forts face à la fragilité des faibles. « Esto et todo » demanda-t-il. En désignant les pièces du bout des yeux, sans les toucher. Sont 13 400 pesos, répondit Rufino, sentant la chaleur cuisante de la honte lui monter au visage, envahir son cou. Et todo es lo que. Tango. Pero por favor, necesito la insulina. Me estoy sintiendo muy mal. Puedo pagar el resto en un dia. Le prometto que. No fiamo, le coupa Claudio sèchement. Esta es una farmacia. Seria, no un mercado de barrio. Les mots claquèrent dans l'air froid comme des gifles. Rufino sentit ses jambes vaciller. Por favor, insista-t-il, la voix tremblante. Entienda. Et una emergencia. Sino me pongo la insulina ahora, puedo entrar en coma. Tango 76 anneaux. Tango diabète avanzada. Por favor. Les larmes commencèrent à couler doucement sur ses joues ridées. Il ne chercha même pas à les essuyer. La dignité, il l'avait déjà déposée bien avant, quelque part entre la 5e et la 6e cuadra. Il ne restait plus que la peur nue, pure, la peur de mourir cette nuit-là, seul. Sur un trottoir. L'employé le fixa, froidement, et répondit alors avec une voix si glaciale qu'elle aurait pu congeler l'enfer lui-même. Mir, abuelo. Yo no soy una institution de caridad. Esto es un negocio. Si no tien dinero, no es mi problema. Et un hospital publico à 20 cuadras de aquí. Veilla à la. Au me jorone. Il se pencha en avant, un sourire cruel étirant ses lèvres. Sin dinero, mueras en la cale. Ces mots tombèrent dans le cœur de Rufino comme des pierres dans un puits sans fond. Mais Claudio ne s'arrêta pas là. Il fit pire encore. D'un geste brusque, il poussa les pièces que Rufino avait alignées avec tant de soin. Plusieurs roulèrent au bord du comptoir, puis tombèrent au sol, s'éparpillant dans différentes directions. Le tintement métallique résonna dans la pharmacie silencieuse comme des cloches funèbres. Chaque pièce qui rebondissait sur le carrelage sonnait comme un adieu. À cet instant, Rufino sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas seulement son cœur. C'était plus profond, plus ancien. C'était sa dernière réserve de dignité. La petite flamme d'espérance qui, malgré la misère, malgré la maladie, malgré la solitude, brûlait encore dans un coin de son âme, vacilla et sembla s'éteindre. Ses jambes se dérobèrent. Il recula en titubant et alla s'asseoir lourdement sur une chaise en plastique près d'eux. L'entrée, à côté d'un distributeur de boissons qui clignotait faiblement. Il n'avait plus de force. Ses mains tremblaient, sa poitrine était serrée. Il abaissa la tête entre ses mains. Comme pour disparaître dans ce geste, se réduire à un simple tas de vêtements usés. Dio mio, por qué me has abandonado? Murmura-t-il, presque sans voix. Dans cette pharmacie impersonnelle, au milieu de la nuit, il avait atteint le point le plus bas de toute son existence. Il ne se voyait plus comme un être humain, mais comme un problème, une charge inutile pour le monde. Un vieil homme de trop,
perdu dans un système où tout a un prix, sauf la compassion. Et c'est précisément à cet instant, quand tout semblait irrémédiablement perdu, que quelque chose changea. Il sentit une présence derrière lui. Pas un courant d'air, pas un simple mouvement. Une présence. Quelque chose de chaud, de solide, de réel. Une main se posa doucement, mais fermement. Sur son épaule. Une main chaude, sûre, qui ne tremblait pas. Une main qui ne repoussait pas, mais qui soutenait. Si, en lisant cette histoire, ton cœur se serre, si tu te reconnais un peu en Rufino. Si tu passes toi aussi par une nuit sombre, sache que tu n'es pas seul. Tu peux confier ta situation, ton angoisse, ta souffrance. Dieu voit chaque larme qui tombe, chaque peur silencieuse. Chaque besoin qui semble ignoré par les hommes. Même quand tout le monde te tourne le dos, lui, il reste. Rufino releva lentement la tête. Les larmes embuaient encore ses yeux, transformant les lumières de la pharmacie en halo flou. Malgré cela, il distingua une silhouette debout à côté de lui. C'était un homme. Il n'était pas très grand, peut-être 1,75 m. Son apparence n'avait rien de spectaculaire, et pourtant quelque chose en lui attirait le regard immédiatement. Il portait des vêtements simples, un jean usé, légèrement frotté aux genoux. Une t-shirt blanche sous une veste en dénime. À ses pieds, des chaussures de sport fatiguées, qui semblaient avoir parcouru des kilomètres de poussière et d'asphalte. Sa peau était brune. De ce brun chaud qui rappelle la terre après la pluie, lorsque le sol respire et exhale son parfum. Il avait une barbe courte, pas vraiment soignée comme celle de Claudio, mais propre, naturelle. Ses cheveux foncés tombaient librement jusqu'aux épaules, comme s'il n'avait jamais vu l'utilité d'un gel ou d'un coiffeur chic. Pourtant, tout cela n'était qu'un décor. Ce n'était pas cela que l'on voyait en premier lorsqu'on le regardait. C'étaient ses yeux. Des yeux sombres, profonds, d'une profondeur presque insondable. Il y brillait une lumière étrange, ni dure ni froide, mais douce et puissante à la fois. Rufino eut l'impression que ses yeux ne regardaient pas seulement son visage ravagé par les années, mais qu'il voyait au-delà, beaucoup plus loin. C'était comme si cet homme pouvait lire son âme, page après page, ses cicatrices invisibles, ses peurs, ses regrets, les nuits où il avait pleuré en silence, les jours où il avait fait semblant d'être fort alors qu'il se sentait brisé. Dans ses yeux, il n'y avait ni jugement, ni moquerie, ni pitié condescendante. Il n'y avait que de la compassion. Une compassion si pure, si intense, que Rufino en eut presque le vertige. Il se sentit à la fois mis à nu et enveloppé, fragile et pourtant étrangement protégé. En croisant ce regard, il comprit, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire, qu'il n'était pas invisible. Sa douleur importait à quelqu'un. Ses pièces de monnaie humiliées, ses pas douloureux dans la nuit, sa prière murmurée entre deux respirations, tout cela avait été vu, entendu, pris en compte. Et pour la première fois depuis longtemps, au milieu des néons froids d'une pharmacie impersonnelle, une nouvelle petite flamme s'alluma dans le cœur de Rufino. Une flamme différente. Pas l'illusion naïve que le monde allait soudain devenir juste, mais la certitude calme que, même dans la plus grande détresse, une main pouvait se poser sur ton épaule et te dire, sans parler. Je suis là. Je t'ai vu. Tu n'es pas abandonné. Ne pleure pas, Hermano, murmura l'homme d'une voix étrangement douce, mais chargée d'une force tranquille, comme une couverture tissée de laine et de fer. Cette voix n'était pas seulement une voix, elle avait un poids ancien, un appel que le cœur reconnaît avant même que l'esprit ne comprenne. Rufino, malgré le tremblement de ses jambes. Doloré, obéit sans discuter. Il s'agrippa à son bâton, se redressa difficilement, vacillant comme un roseau sec agité par le vent. L'homme posa une main ferme sur son bras, un contact si sûr que Rufino sentit quelque chose en lui se relâcher, comme si pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus seul dans la nuit. Je ne peux pas payer l'insuline, souffla-t-il. La voix cassée, en désignant le comptoir d'un geste vague, presque honteux. Je n'ai pas assez d'argent. L'homme hocha la tête lentement, comme si cette information n'était pas nouvelle. Comme s'il la portait déjà en lui. Il tourna ensuite son regard vers Claudio, le pharmacien, qui, derrière le comptoir, avait de nouveau le nez plongé dans son téléphone, l'air parfaitement indifférent. Excusez-moi, dit l'homme en s'approchant calmement du comptoir. Claudio leva les yeux avec irritation,
comme si on venait de le déranger pendant une activité d'une importance cruciale. Quoi, répliqua-t-il sèchement. Ce monsieur a besoin d'insuline, dit l'homme en désignant Ruffino d'un léger mouvement de tête. C'est une véritable urgence médicale. Claudio soupira, agacé. Je vous ai déjà expliqué. Il n'a pas d'argent. Donc pas de médicaments. C'est simple, non? Et si vous n'achetez rien, je vous demande de partir. Vous faites fuir les clients. L'homme parcourut la pharmacie d'un regard tranquille. Les étagères vides. Les néons bourdonnants. Et pas une seule âme, hormis eux deux et Ruffino. Puis un sourire infime se dessina sur ses lèvres. Je ne vois aucun client, répondit-il doucement. C'est une manière de parler, s'énerva Claudio. Je ne sais pas qui vous êtes, mais ici, c'est mon lieu de travail. J'ai droit d'admission. Alors si vous ne comptez rien acheter, partez. Je suis occupé. L'homme fit un pas de plus. Son approche n'était pas menaçante. Pourtant, l'air sembla changer autour de lui. Pas un courant d'air, pas un bruit. Juste une présence, dense, inexplicable, comme lorsqu'on entre dans une église vide et qu'on sent instinctivement qu'on n'y est pas seul. Occupé ? Demanda-t-il. Sa voix restait douce, mais elle avait désormais une résonance métallique sous la surface. Occupé à regarder un téléphone alors qu'un vieil homme te supplie pour sa vie ? Claudio plissa les yeux, piqué au vif. Vous vous prenez pour qui, exactement ? Je fais mon travail. Je n'ai pas inventé les règles. S'il n'a pas d'argent, qu'il aille au public, au social. Où il veut. Je ne suis pas responsable de l'échec de sa vie. Chaque mot était une gifle. Ruffino sentit son souffle se couper. Il se recula, s'appuya contre le mur, les jambes tremblant de nouveau. L'homme inspira profondément. Quand il parla à nouveau, sa voix était plus basse, mais étrangement plus claire. Chaque syllabe semblait sculptée dans la pierre. Je vais te dire une chose. Claudio Méné. Et je veux que tu t'en souviennes. Ce que tu refuses aux pauvres te sera refusé à toi aussi. Un silence lourd tomba. Claudio cligna des yeux, voulut répondre, détourna le regard vers la porte, et se figea. L'homme n'était plus là. Disparu. Comme s'il n'avait jamais existé. Ruffino tourna la tête à son tour, stupéfait. Il scruta l'entrée, les allées, le coin obscur près du réfrigérateur de médicaments. Rien. Qu'est-ce que c'était, balbutia Claudio. Pour la première fois, il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix, pas de la peur, mais un malaise. Une fêlure. Je ne l'ai pas vu sortir non plus, murmura Ruffino. Claudio secoua la tête, comme pour chasser un mauvais rêve. N'importe quoi, lâcha-t-il, mais sa voix manquait désormais de fermeté. Il est sorti pendant qu'on ne regardait pas. Probablement un fou. Ce quartier en est plein. Mais Ruffino savait que ce n'était pas vrai. La clochette électronique sonnait à chaque ouverture de porte. Et elle n'avait pas sonné. Il fit pourtant une dernière tentative, s'avançant vers le comptoir avec difficulté. S'il vous plaît, je vous en prie. J'ai besoin de l'insuline. Je vous paierai tout, je vous le promets. Prenez mon nom, mon adresse. Je t'ai déjà déité non. Hurla Claudio. Le cri éclata dans l'air comme un coup de fusil. Ruffino recula, pris de panique. Les larmes revinrent, brûlantes. Il se pencha pour ramasser les quelques pièces tombées de sa poche. Ses doigts tremblaient tellement qu'il en laissa tomber plusieurs. Je pars déjà. Murmura-t-il, écrasé par l'humiliation. Chaque année de sa vie semblait s'abattre sur lui comme des sacs de ciment. Le monde entier lui pesait sur les épaules. Il se dirigea vers la porte. La clochette sonna. L'air froid de la nuit lui fouetta le visage, un froid qui sentait l'abandon. Et alors il entendit des bruits. Beaucoup de bruit. Le crissement de pneus. Des portières. S'ouvrant brutalement. Des voix. Des pas rapides. Ruffino se retourna, abasourdi. 3 véhicules venaient de s'arrêter devant la pharmacie. Une camionnette blanche du ministère de la Santé. Une voiture de police. Et un véhicule civil.
8 personnes en descendirent presque simultanément. 2 policiers. Un inspecteur sanitaire. 2 femmes munies de porte-à-papier. Un homme âgé portant une mallette. Et 2 autres fonctionnaires. Ils entrèrent en bloc, sans un regard pour Rufino, comme s'ils traversaient un courant d'air. L'inspecteur, un homme chauveau. Lunettes carrées, s'avança vers Claudio, toujours figé derrière son comptoir. « Claudio Méné » demanda-t-il d'une voix nette. « Oui, oui, c'est moi. »« Qu'est-ce qui se passe ?» L'inspecteur sortit une carte. « Inspection sanitaire d'urgence. Nous avons reçu plusieurs dénonciations anonymes concernant des irrégularités graves dans cet établissement. Nous avons une ordonnance judiciaire. Nous allons examiner votre inventaire, vos registres de vente et tous les médicaments en stock. »« C'est ridicule. » protesta Claudio, blême. « Ce n'est pas une discussion, » répondit un policier. « Écartez-vous. » Pendant 20 minutes, Rufino resta là, à l'entrée, incapable de partir. Il devait voir cela. Il assista au démantèlement du monde de Claudio Méné. Les inspecteurs ouvraient boîtes et tiroirs, prenaient des photos, notaient, vérifiaient les dates, secouaient la tête. Les signes d'infraction s'accumulaient, accusaient, hurlaient. Ces antibiotiques sont périmés depuis 8 mois, annonça une des femmes. Ici, de l'insuline, dit l'autre, plusieurs flacons entre les mains. Les dates ont été falsifiées. Regardez, on a gratté l'étiquette originale et on a écrit dessus avec un marqueur. L'inspecteur prit un flacon, l'examina à la lumière. C'est un délit grave contre la santé publique. Claudio se mit à transpirer abondamment. Je ne savais pas. Le fournisseur, je ne suis que le gérant. Le propriétaire, c'est pas moi. Vous êtes le responsable légal, trancha l'inspecteur. C'est votre signature sur tous les documents. Vous avez vendu en toute connaissance de cause des médicaments périmés et altérés à des personnes malades. La voix de l'homme résonna alors, quelque part dans la mémoire de Rufino. Ce que tu refuses aux pauvres te sera refusé. Et Rufino comprit. La justice parfois marche lentement. Parfois, elle arrive en une seule nuit. Et parfois, elle marche sur des pieds invisibles. Mais sûrs. Les doigts delgado du inspecteur recorriront las filas de la factura abierta de levantar la mirada hacia Claudio, cuya expression oscillaba entre irritation y una creciente ansiedad. Mi restos precio dijo, señalando con el bolígrafo varia linea. Una caja de paracétamol que el proveedor vende a 2000 pesos, usted la ofrecen a 2000. Un frasco de insulina con precio regulado de 30.000, aquí aparece a 40 y 2000. Le parece legal? Claudio, que intentaba mantener la serenidad con la que solía manejar cualquier reclamo, soltó un bufido molesto. Nosotros podemos poner los precios que queramos. El inspector cerró el dossier con un golpe seco. No cuando se trata de medicamento esencial y regulado. No cuando se está abusando de la necesidad de la gente. Pero no era solo eso. Había algo más oscuro, más grave. Y no cuando además venden producto vencido o adulterado a precio premium anadio, ladeandos para dar paso a uno de los hombres que había le gado en el automóvil sin distintivo. Aquel recién le gado vestia un traje oscuro impeccable y tenía una expression sévère, impénétrable. El hombre se presentó con voz firme. Cérémonial? Claudio Méné, soit agent de la Fiscalia. Queda usted detenido por los siguientes cargos, tráfico de medicamento adulterado, estafa sistemática, violación de normas sanitarias y pone en peligro la salud pública. Tiene derecho a permanecer en silencio. Las palabras continuaron, técnica y fría, pero a uno metro, Rufino ya no conseguía escucharla con claridad. Era como si alguien hubiera sumergido su cabeza bajo el agua. Sumant intentaba asimilar el lo imposible, el mismo Claudio Méné que hacia apena media hora el lo había humillado y prácticamente condenado a morir en la cal por no poder pagar su insulina, estaba ahora siendo esposado frente a él. No, esperen gritaba Claudio mientras los policías lo sujetaban por los brazos. ¿Puedo explicarlo? Tengo dinero, tengo contacto. No pueden hacerme esto. Pero si podían. Y lo estaban haciendo.
Mientras elo s'acabant de la farmacia, uno de los policia coloco Santa a Maria en la entrada. Clausurado por orden judicial. El inspector se volvió hacia Rufino, que seguía apoyado en su bastón, aturdido, con el corazón latiendo al bord del desmayo. Sonor le dijo con voz inesperadamente amable, usted est cliente de esta farmacia? Rufino asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Vain a comprar insulina, pero no tenía dinero suficiente. El inspector negó lentamente. Con la cabeza, con una mezcla de indignación y alivio. Me alegro de que no haya podido comprarla aquí. La mitad de la insulina que encontramos estaba vencida o mal almacenada. Si la hubiera usado. Guardó silencio antes de concluir, podría haberlo matado. Sacó de su bolsillo una tarjeta y se la puso en la mano con suavidad. Escuche. A 3 cuadras de aquí, en la calle 92 con cara 11. Et una clínica comunitaria. Abro las 24 horas. Atienden emergencia gratuita para persona mayor sin recurso. Veilla, y digal que elo envia el inspector Ramirez. Rufino sostuvo la tarjeta como si fuera un objeto sagrado. Esta velas lagrimano venant de la desesperación sino de un asombro profundo, quasi sagrado. Gracia, muchísima gracia susurró. Se dio vuelta y comenzó a caminar, tambaleante pero determinado, hacia la dirección indicada. Solo 3 cuadras. Solo un poco más. Su pie eran 2 brasa encendida, su pierna 2 columna de dolor. Pero algo nuevo elo. Impulsaba, una sensación etérea, quasi milagrosa, como si no estuviera caminando solo, como si una fuerza invisible elo guiara y elo sostuviera. Lo que niga al pobre se te sera negado, murmuró en voz baja, recordando las palabras del hombre misterioso que había intervenido en la farmacia. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde había salido? ¿Por qué había desaparecido tan repentinamente? 3 cuadras después, apareció frente a el un pequeño edificio de 2 pisos pintado de verde claro. Clínica Comunitaria Esperanza. Empujó la puerta. Dentro había una sala de espera modesta, limpia. Silenciosa. Silla de plástico, una mesa con revista vieja, un bebedero, y detrás de un mostrador sencillo, una mujer joven con uniforme azul y una sonrisa luminosa. Buena noche. Sonor dijo con voz cálida. ¿En qué podemos ayudarlo? Y fut en ese instant, al escuchar esa palabra amable, que Rufino sintió por primera vez en mucho tiempo que quizá, solo quizá, iba a estar bien. Mientras Rufino recibía atención médica a ses kilómetros de distancia, en otro barrio de Bogotá, la historia de Claudio Mene tomaba un rimbo muy diferente. Claudio estaba sentado en una celda de detención preventiva en la estación de policía de Kennedy. Tenía las manos esposadas al front y la mirada perdida en la pared gris. Como si buscara una fisura por la cual pudiera escapar de la realidad. Todo había sucedido tan rápido. Demasiado rápido. Hacia apenas una hora él era Claudio Mene, regente respetado o temido de farmacia, propietario, al menos en apariencia, socio mayoritario de 4 sucursales repartidas por la ciudad. 3 cuenta bancaria lona, 2 propiedades, un automobile último modelo y un reloj. De 15 millones de pesos en la muñeca. Un hombre viejo a pulso, seguin se decía a sí mismo. Ahora era Claudio Mene, detenido, accusado de delito grave, enfrentando a una posible condena de 10 a 15 años de prisión. ¿Cómo había ocurrido todo esto? La pregunta le daba vuelta en la mente como un buitre embriento. Recordó su sistema. Las medicina vencida mezclada con las nuva, pero no más del 20%, para que las que ya no llamaran demasiado la atención. Los precio inflado, cuidadosamente calibrado para mantenerse técnicamente dentro de la ley. Los contactó en la secretaria de salud que elo alertaban de cualquier inspección. Todo perfecto, todo calculado. Hasta hoy. Denuncia anónima? ¿Quién se atrevería? Pagaba a su personal elo. Suficiente para mantenerlo cómodo. Su socio estaba tan implicado como él. Su proveedor también. Entonces, ¿quién?
Como un écho persistante, volvio assumant a quelle ombre. El desconocido que había entrado a la farmacia poco minuto antes del desastre. Es ombre con ojo extrano, profundo, que parecien ver más allá de las máscaras, más allá de las mentiras. Lo que niga al pobre se te sera negado. Que quería decir? Era una amenaza? Una advertencia? No. No podía dar l'importancia. No tenía sentido. Oh, si. La puerta de la celda se abrió con un chirrido metálico. Un oficial apareció. Mene, su abogado está aquí. Claudio se levantó de un brinco, sintiendo un rayo de esperanza. Finalement había logrado contactar a Julián Parra. Uno de los mejor abogado penal de la ciudad. Lo levaron a una estrecha sala de entrevista. Julián estaba allí, impeccable como siempre, traje de 3 millones de pesos, maltin de cuero. Italiano, expression grave. Ni siquiera espero a sentar de hablar. Claudio dijo con voz baja pero firme, está en un problema muy grande. Claudio quasi se desplomó en la silla. Lo sé. Pero puede arreglarlo, verdad? Son solo acusación. Tienen que probar. Ya elo probaron a elo interrumpió Julián sin rodeo. Claudio, encontraron todo. No solo en la farmacia de San Rafael. Obtuvieron orden para revisar las otras tres. Hablaron el mismo patron en toda. Medicamento vencido, alteración de fecha, sobrecosto sistemático. Hizo una pausa. Luego añadió. Con un tono que mezclaba decepción y lástima. Lo peor, encontraron tu registro financiero. Las cuenta, los movimiento. Claudio, has estado lavando dinero. Además de todo lo demás. Te van a acusar de lavado de activo. Claudio sintió que el mundo se movía bajo su pie, como si el suelo mismo estuviera cediendo. No, no, espera. Eso es legal. Son ganancia de mi negocio. 1. Negocio construido sobre estafa y crimen contra la salud pública remató Julián. Cada peso está manchado. Van a congelar tu cuenta. Van a embargar tu propiedad. Y cuando esto termine, no te va a quedar nada. Claudio abrió la boca, pero no logró emitir sonido alguno. Un temblor recorrió su mano. Pero tu puedes defenderme, verdad? Puedes. Julián respiró hondo. Puedo intentar negociar. Una reducción de condena, si coopera. Pero, Claudio, su mirada se volvió severa, casi compasiva no puedo hacer milagro. Claudio Mene, que durant ano creyó tenerlo todo bajo control. Finalmente comprendió que toda su vida, construida sobre sombra, en gano y dolor ajeno, se había derrumbado en una sola noche. Una noche que, para Rufino, había significado una salvación. Y para él. Una sentencia merecida. La montagne de preuves accumulées contre Claudio était impossible à ignorer. Témoignages, documents officiels, rapports médicaux, vidéos de sécurité, tout se dressait contre lui comme un mur inexpugnable. Parmi ces images, certaines mostraban la manière cruelle, presque déshumanisée, avec laquelle il trataba a los clientes. Hielo peor, había un vidéo grabado esa misma noche en el que se le veía diciendo a un anciano diabético que se murira en la cale, como si su vida carecira de valor. Al oír aquello, Claudio sintió algo retorcerse en el más profundo de su estómago, una náusea amarga, una pinzada que mezclaba miedo con rabia y un desconcierto que el dejaba sin air. Intentó defenderse, balbuceando que todo había sido sacado de contexto. Pero su abogado, Julián, cerró la carpeta de documento con un suspiro resignado. El contexto no importa, respondió con voz grave. El video ya está en todas las redes sociales. Se ha vuelto viral. Ahora mismo, toda Bogotá está pidiendo tu cabeza. El fiscal está usando este caso como bandera política. No es una salida fácil, Claudio. Cuando Julián se marchó, la puerta de la celda se cerró. Con un golpe seco, dejando a Claudio completamente solo en la penumbra fría. Por primera vez desde que era adulto, se eco al horar.
Pero no erant lagrima de arrepentimiento, sino de rabia impotente. De frustration, de incredulidad absoluta. Como era possible que suqueda comenzara por culpa de un viejo misérable, un don nadie, un hombre que ni siquiera podia pagar su propia medicina? Y sin embargo, en el más profundo de su conciencia, una voz diminuta, quasi olvidada tra anno de codicia y soberbia, se abrió paso como un susurro persistante. Lo que niga al pobre. Ce te sera negado a ti. Mientras tanto, en la clínica comunitaria Esperanza, Rufino Campos yacía en una camilla con un suero conectado a su brazo delgado. La doctora a cargo, la doctora Marta Suárez, una mujer de 1,40 años de rostro sereno y mirada inteligente, había revisado su nivel de glucosa. Cuando vio los resultados. Su expresión se volvió alarmada. Sonor Rufino, tiene el azúcar en 580. Está en cetoacidosis. Si hubiera esperado una hora más, habría entrado en coma. Lo atendieron de inmediato. Insulina de emergencia, líquido intravenoso, electrolito, monitoreo constante. 2 horas después, Rufino comenzaba por fin a sentir que el peso aplastante que le vaba encima se aligeraba. Seguía débil, exhausto, pero era como si el hubieran salvado del bord de un abismo oscuro. Gracia, doctora, murmuró con voz ronca. No sé cómo voy a pagarla. Marta le sonrió con una. Quelle idée que parecía iluminar la habitación. No tiene que pagar nada, don Rufino. Esta clínica funciona gracias a donación y fondo público. Nosotros atendemos a quien no puden costear. Servicio privado. Para eso existimo. Las lágrimas volvieron a su ojo. Aquella noche había lorado demasiado, pero ahora su lágrima ya no nació de la desesperación, sino de un profundo alivio. No sabía que había un lugar así. La mayoría de la gente no lo sabe, respondió la doctora mientras revisaba su presión arterial. Pero aquí estamos. Y vamos a asegurarnos de que usted esté bien. Le informaron que debía quedarse al menos 2 días hospitalizado para estabilizar su diabetes y hacer la prueba completa. Le asignaron una habitación pequeña pero limpia, con una cama real. Sabana suavimenta que oliant a detergente fresco. Cuando quedó finalmente solo, recostado mientras el suero goteaba lentamente en su vena, cerró los ojos y comenzó a orar. Pero esta vez su oración no era un grito desesperado en medio de la noche. Era una oración de gratitud. Señor Jesús, no entiendo lo que pasó hoy. No entiendo quién era ese hombre que me ayudó. No entiendo por qué. Arrestaron al farmacéutico justo cuando yo más necesitaba ayuda. No entiendo por qué existe esta clínica, ni por qué llegué aquí a tiempo. Pero gracias. Gracias por no abandonarme. Gracias por escucharme cuando pensé que nadie lo hacía. Gracias. Se durmió con la paz más profunda que había sentido en ano. Y en su sueño, volvió a ver al hombre de los ojos compasivos y la voz firme. Aquel que había aparecido en el momento exacto y luego desaparecido sin explicación. El hombre sonrió en el sueño y le dijo. Nunca estuviste solo, Rufino. Nunca. Despertó con voz suave al otro lado de la puerta. La luz del mediodía se filtraba tibia por la pequeña ventana. Había dormido casi 10 horas seguidas. Alguien llamó. Don Rufino? ¿Está despierto? Sí, adelante. Entraron 3 personas. La doctora Suárez, con su carpeta bajo el brazo. Luego una mujer de 1,55 años, cabello gris recogido en un mono. Apretado, lente colgando de una cadenita, y una sonrisa que le recordó a su madre. Vestia un traje azul marino sencillo, sin pretensión. El tercero era un hombre alto, robusto, de 1,60. Ano, cabello completamente blanco pero abundante, con una presencia serena que mezclaba autoridad y bondad. Vestia jean y una camisa a cuadro, no tenía pinta de empresario, aunque algo en él sí. Transmitía liderazgo. Don Rufino, dijo la doctora, le presentó a la sonora Patricia Herrera y al sonor Rodrigo Salcedo, de la Fundación Puente de Esperanza. Rufino los miró sorprendido. Fundación. Patricia se sentó junto a su cama.
Don Rufino, todo es lo que pasó anoche en la farmacia quedó registrado en las cámaras de seguridad. El nego con la cabeza, confundido. Y alguien no sabemos quién envió el video a varios medios y redes sociales. Se ha difundido muchísimo. El video muestra como ese hombre, Claudio Mene, el humilló, como le dijo que se morirá. En la cal. Pero también muestra algo más. Algo, extraño. Sacó una tableta de su bolso y le mostró la pantalla. Reprodujo el video. Rufino se vio a sí mismo, temblando, sentado en la silla de plástico, llorando. Vio al hombre aparecer detrás de él, ponerle una mano en el hombro. Lo vio enfrentarse a Claudio. Y luego, vio algo que él dijo helado. Cuando el hombre pronunció las palabras. Lo que niga al pobre, se te sera negado. Un destello de luz, tenu pero real, iluminó el eracio alrededor. Un brillo imposible. Y entonces, el hombre desapareció. Patricia posó el video. Lo vio? Rufino solo pudo assentir. Ce video tiene casi 2 millones de reproducciones. Mucho el laman un milagro. Alguno dicen. Dudo un instant, que pudo haber sido Jesús mismo. Rodrigo intervino con voz grave y tranquila. No sabemos que fue, don Rufino. Ángel, milagro, o algo que no comprendemos. Pero si sabemos que su historia ha tocado el corazón de miles de personas. Y mucha de ellos quieren ayudar. ¿A ayudarme, a mí? Murmuró. Sí, don Rufino. Patricia abrió la carpeta y sacó varios documentos. Lo primero, su tratamiento médico. A partir de hoy. Su diabète, su medicación, su cita, su análisis, todo sera cubierto por nuestra fundación, de manera permanente. El corazón de Rufino latia desbocado. Y segundo, continuó Patricia. Hemos creado un fondo especial para usted. Empresario y ciudadanos común han enviado donación para ayudarlo. Hasta ahora, el fondo asciende a 37 millones de pesos. Rufino abrió la boca, incapaz de procesar tamano número. 37 millones? Rodrigo asintió suavement. Y sigan le gando donación. La gente quiere devolver lo que usted ha. Inspirado. Su historia es un recordatorio de que la dignidad humana no tiene precio. Rufino bajó la mirada. Su mano temblaban. Nunca nadie había hecho algo así por él. Su vida, que la noche. Anterior pendia de un hilo, ahora estaba siendo envuelta por una ola de compasión inesperada. Era como si el mundo entero hubiera visto su dolor, como si alguien más allá de lo humano hubiera intervenido para abrir una puerta donde solo había muros. Y por primera vez en mucho tiempo, Rufino comprendió que la esperanza no lega solamente en forma de milagro visible. AVC lega a través de mano humana, de voz solidaria, de corazón capaz de ver en elle más humilde la luz que Dieu nunca déjà apagar. Et au fond de lui, une certitude nouvelle s'imposa. Jamais había estado solo. L'homme au traje sombre s'éclaircit doucement la voix avant de poursuivre, avec une chaleur bienveillante que Rufino no había sentido en des décennies. Cet argent sera administré par la fondation, mais il est pour vous, don Rufino, pour vos besoins quotidiens, pour votre nourriture, pour toute urgence, pour que vous ne manquiez plus jamais de ce qui est essentiel. Patricia, qui se tenait à ses côtés, ajouta d'un ton doux, et ce n'est pas tout. Nous avons trouvé un appartement pour vous. Un petit logement, modeste mais sûr, une chambre? Dans une résidence tranquille. Rufino ouvrit les yeux sans parvenir à parler. Sa gorge était si serrée que même l'air avait du mal à passer. Il n'était plus habitué aux gestes de bonté. Son corps entier semblait incapable d'en absorber tant à la fois. Le loyer sera couvert par la fondation pour les 2 premières années, poursuivit Patricia. Après cela, si vous le souhaitez. Nous vous aiderons à le financer à travers le fonds que nous avons créé en votre nom. Rufino voulut dire quelque chose, mais sa voix refusa de coopérer. Les mots restèrent coincés quelque part entre son cœur et son souffle, noyés sous une vague de larmes qui menaçait de briser toute retenue. La docteure Martha intervint alors, un sourire tendre aux lèvres. Et votre chien? Tinto, n'est-ce pas?
Nous avons envoyé quelqu'un s'occuper de lui là où vous viviez avant. Il sera vu par un vétérinaire, vacciné, soigné, tout ce qu'il faut. Et, bien sûr, il pourra vivre avec vous dans votre nouveau foyer. Ce fut trop. La dernière barrière en lui céda. Les sanglots ne sortirent pas comme un murmure, mais comme un torrent sauvage, profond, ancestral. 76 ans de douleurs enfouies. De luttes silencieuses, de nuits glacées sans personne pour dire son nom, de journées où il avait dû se convaincre que, même invisible, il valait encore quelque chose. Tout se déversa d'un coup. Sans filtre, sans honte. Patricia s'approcha et l'enlaça avec une douceur maternelle. Pas pour le calmer, mais pour l'autoriser enfin à se libérer. Pleurez, don Rufino, pleurez tout ce que vous devez pleurer. Vous avez gagné chacune de ces larmes. Elles ne sont pas faiblesses, elles sont la preuve que votre histoire n'est pas finie. Rodrigo posa une main ferme et réconfortante sur son épaule. Il avait la voix brisée par l'émotion quand il murmura « Dieu ne vous a jamais oublié, don Rufino. Jamais. Et nous non plus, nous ne vous oublierons pas. » Les 3 jours suivants. Rufino resta à la clinique. Son corps, malmené pendant tant d'années, recevait enfin les soins qu'il méritait. On pratiqua des examens complets, on ajusta sa dose d'insuline, on lui enseigna à utiliser un glucomètre neuf. Une nutritionniste lui expliqua une alimentation adaptée, et on lui donna même une liste détaillée de produits qu'il pourrait acheter grâce au fonds mis à son nom. Chaque jour, des visiteurs arrivaient. Certains venaient de loin, simplement pour serrer la main de l'homme dont l'histoire avait bouleversé la ville entière. Beaucoup avaient vu la vidéo et s'étaient sentis touchés au point de vouloir lui offrir quelque chose ou un geste, une prière, une fleur. Une femme âgée lui apporta un chapelet béni par son curé. Un jeune homme lui offrit une Bible à gros caractères pour qu'il puisse lire sans forcer sa vue. Une famille entière se présenta avec un panier rempli de nourriture et lui dit, les yeux brillants, merci de nous rappeler que Dieu fait encore des miracles. Rufino, submergé par tant de bonté, ne trouvait que quelques mots, toujours les mêmes, merci. Que Dieu vous bénisse, merci. Lorsque vint le jour de sa sortie, Patricia et Rodrigo arrivèrent en voiture pour le conduire à son nouveau domicile. Vous êtes prêt, don Rufino, demanda Patricia. Il inspira profondément. Son cœur battait comme celui d'un jeune homme. Oui, oui, je suis prêt. Le quartier s'appelait Tintal, dans le sud de Bogota. Pas un quartier riche, mais un lieu vivant, entouré de familles, avec des parcs, de la verdure et une entrée surveillée. Pour Rufino, qui avait passé tant d'années dans des logements précaires, c'était déjà un luxe inespéré. Ils montèrent au 3e étage par l'ascenseur. Rufino demeura immobile, fasciné. Jamais il n'avait vécu dans un immeuble équipé d'un tel confort. Patricia ouvrit la porte de l'appartement 32. Rufino entra, lentement, s'appuyant sur son bâton. Le logement était simple, propre, chaleureux. Une chambre avec un lit tout neuf, une petite salle de séjour avec un canapé, une télévision modeste mais fonctionnelle, une cuisine équipée d'une cuisinière, d'un réfrigérateur, d'une armoire pleine de provisions. Même la salle de bain disposait d'eau chaude, un luxe presque impensable pour lui. Et au milieu du salon, Tinto. Assis, la queue battant furieusement le sol comme un tambour de fête, les yeux brillants d'une joie pure. Tinto, s'écria Rufino. Il tomba à genoux malgré la douleur, et son chien se jeta sur lui, le couvrant de l'échouille et de gémissements. Heureux. Tu m'as manqué, mon ami, oh, comme tu m'as manqué. Pendant que Rufino retrouvait son compagnon, Rodrigo lui montra le reste, l'armoire pleine de nourriture, le réfrigérateur contenant fruits, légumes, viande, œufs. On avait même pensé à laisser des produits adaptés à son nouveau régime. Puis Patricia attira doucement son attention vers la porte du réfrigérateur. Un petit enveloppe blanche y était fixée par un aimant. Ouvrez-la, don Rufino, dit-elle. Ses mains tremblaient tandis qu'il décollait l'enveloppe, l'ouvrait et en sortait un petit papier. Une phrase écrite à la main. D'une écriture claire et sûre. Nul ne meurt oublié quand je marche à ses côtés. Jésus. Les jambes de Rufino se dérobèrent. Il dut s'agripper au meuble pour ne pas tomber. Mais, comment? Qui a mis ça ici? Patricia et Rodrigo échangèrent un regard perplexe.
Nous n'en avons aucune idée, répondit Rodrigo. Nous sommes les seuls à avoir les clés. L'appartement était fermé. Jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, ajouta Patricia avec une voix presque murmurée, cette note était déjà là hier, quand nous sommes venus tout préparer. Comme si elle avait toujours été destinée à vous attendre. Rufino serra la note contre son cœur. Dans ce petit appartement, entouré de personnes qui étaient devenues sa famille, avec son chien près de lui et un avenir qui, pour la première fois depuis des années, ne l'effrayait plus, il tomba à genoux et pria. Mais cette fois, ce n'était pas une prière de détresse. C'était une prière de gratitude. Merci. Seigneur, merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci d'avoir marché à mes côtés, même quand je croyais être seul. Merci pour les anges que tu m'as envoyés sous forme d'êtres humains. Merci de me rappeler que je suis vu, que je suis aimé, que ma vie a de la valeur. Une paix profonde envahit la pièce. Une paix douce, enveloppante, qui semblait dire sans mots, tu n'as jamais été seul. Et tu ne le seras jamais. 6 mois plus tard, un samedi matin de décembre, Rufino Campos traversait lentement le parc près de son appartement. Tinto trottant joyeusement à ses côtés. L'air était frais, le soleil doux, et la vie semblait soudain plus vaste, plus lumineuse. Beaucoup de choses avaient changé. Avec les soins appropriés. Son diabète était désormais sous contrôle. Il avait repris 5 kilos de poids sain. Ses blessures aux pieds avaient guéri. Et grâce à un ophtalmologue généreux, il avait même bénéficié d'une chirurgie de la cataracte qui avait rendu la clarté au monde autour de lui. Mais la transformation la plus profonde ne se voyait pas dans son corps. Elle était dans son âme. L'homme brisé qui, 6 mois auparavant, avait poussé la porte d'une pharmacie en se sentant de trop, avait disparu. À sa place se tenait un homme qui savait qu'il comptait. Il rejoignit une bande de personnes âgées qui se réunissaient chaque samedi sur un banc. Certaines étaient des visages familiers, d'autres de nouveaux venus, mais toutes recherchaient la même chose, un peu de chaleur humaine, un rire partagé. Une communauté. Dont Rufino lança Donia Mercedes, 82 ans, dont l'humour acéré pouvait trancher le plus sombre des nuages. Vous êtes en retard. On a déjà mangé toutes les empanadas. Mensonge. Protesta don Efrain, 79 ans. Elle est venue avec des empanadas, mais remplies d'air. Du pur vent emballé dans de la pâte. Les rires fusèrent. Rufino s'assit parmi eux, Tinto se couchant. Aussitôt à ses pieds, comblé d'être là. Et comment allez-vous, don Rufino, demanda Donia Béatrice, 74 ans, qui avait la merveilleuse habitude de s'enquérir de la santé des autres avant de parler d'eux. La sienne. Très bien, Donia Béatrice, très bien. Grâce à Dieu. Ah ça, commenta don Efrain avec un sourire mi-taquin, mi-tendre. Grâce à Dieu, il le dit toujours. Pas étonnant que Dieu prenne autant soin de lui. Rufino rit doucement. Ce n'est pas un secret. C'est la vérité. Tout ce que j'ai maintenant, tout ce que je suis devenu, c'est parce qu'il ne m'a pas abandonné. Même quand je croyais que tout était perdu. Racontez-leur l'histoire, suggéra Donia Mercedes. Il y a des nouveaux aujourd'hui. Donia Luz et don Humberto ne l'ont jamais entendu. Rufino inspira. Profondément. Il regarda ses nouveaux amis, son fidèle compagnon couché à ses pieds, les arbres ondulant doucement sous le vent, et il sourit. Parce que pour la première fois de sa longue existence, il allait raconter une histoire qui ne parlait pas de souffrance, mais de renaissance. Une histoire où la bonté humaine et la grâce divine s'étaient unies pour lui redonner une vie entière. Une histoire qui prouvait qu'aucune vie n'est trop petite pour être transformée. Et il commença à parler. Donia Luz et don Humberto, un couple de nouveaux arrivants dans le groupe, observèrent Rufino. Avec un mélange de curiosité et de respect. Ils avaient entendu des fragments de sa vie, des murmures ici et là, mais jamais la véritable histoire. Quelle histoire, demanda doucement Donia Luz. En penchant légèrement la tête. Rufino inspira profondément. Il avait raconté ce récit tant de fois au cours des derniers mois dans l'église où il se rendait désormais chaque dimanche. Dans les réunions de la Fondation Puente de Esperanza où il travaillait comme bénévole pour aider d'autres personnes âgées vulnérables, dans de petites rencontres comme celle-ci. Et pourtant, chaque fois qu'il la partageait, la même vague d'émotion, d'émerveillement et de gratitude l'envahissait.
Il y a 6 mois, dit-il, j'étais au point le plus bas de ma vie. Je vivais dans une petite chambre que j'avais du mal à payer. Ma diabète avait atteint un stade avancé. Une nuit, mon taux de sucre a grimpé tellement haut que j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis traîné jusqu'à une pharmacie pour acheter de l'insuline, mais je n'avais pas assez d'argent. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin, comme s'il portait encore un poids brûlant. L'homme qui travaillait là, il m'a humilié. Il m'a dit que je pouvais bien mourir dans la rue. Donia Luz porta la main à sa poitrine, choquée. Quelle horreur! Oui, murmura Rufino. Je me suis senti invisible. Comme si ma vie n'avait aucune valeur. Je me suis assis sur une chaise, pleurant, certain que la fin était arrivée. À ses pieds, Tinto, son fidèle compagnon à 4 pattes, leva la tête. Comme s'il se souvenait lui aussi de l'amertume de cette nuit-là. Et puis, continua Rufino, j'ai senti une main sur mon épaule. Je ne sais pas d'où venait cet homme. Je ne l'avais pas vu entrer. Mais soudain, il était là. Il m'a dit de me lever. Puis il s'est adressé au pharmacien et lui a dit, « Ce que tu refuses aux pauvres te sera refusé. » Et ensuite, il a disparu. Disparu? Répéta don Umberto, sceptique. Rufino hocha gravement la tête. Disparu. Un instant il était là, l'instant d'après, il n'y était plus. À peine quelques secondes plus tard, un inspecteur, accompagné de policiers, entra dans la pharmacie. Le pharmacien fut arrêté, la pharmacie fermée, et Rufino envoyé dans une clinique gratuite. Là-bas, des médecins lui sauvèrent la vie. Même maintenant, en racontant cette scène, sa voix trembla comme à chaque fois qu'il atteignait ce passage. Ensuite, dit-il, la fondation m'a pris en charge. Ils m'ont trouvé ce nouvel appartement. Ont payé mes traitements, m'ont donné un fonds pour vivre, et surtout, ils m'ont rendu ma dignité. Donia Luz, ému, demanda, et cet homme, l'avez-vous revu? Rufino secoua la tête. Pas en personne. Mais j'ai, ceci. Il sortit de sa poche une photographie plastifiée. C'était une copie de la note qu'il avait trouvée sur la porte de son réfrigérateur, le lendemain de son sauvetage. L'original était encadré chez lui, mais il gardait toujours une photo dans sa poche. Il la montra au groupe. Personne ne meurt oublié lorsque je marche à ses côtés. Jésus. Un silence profond tomba sur la pièce. Donia Béatrice essuya une larme qui roulait sur sa joue. Vous croyez que c'était, lui, demanda-t-elle d'une voix tremblante, presque sacrée. Rufino prit un moment pour réfléchir. La même question lui avait été posée des dizaines de fois. Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Je ne sais pas si c'était Jésus lui-même, ou un ange. Ou un messager envoyé par lui. Ce que je sais, c'est que lorsque j'étais dans mon moment le plus sombre, quand je croyais être totalement seul, quelqu'un est venu. Quelqu'un m'a vu. Quelqu'un m'a aidé. Et tout a changé. Don Ephraim hocha lentement la tête. Et ce pharmacien? Celui qui vous a traité si durement? Rufino connaissait bien la suite de son histoire. Les journaux en avaient parlé pendant des semaines. Claudio Méné avait été condamné à 12 ans de prison. Toutes ses propriétés avaient été saisies. Ses pharmacies fermées définitivement. Mais Rufino ne ressentait aucune joie. Il est en prison, dit-il simplement. Et je prie pour lui. Vous priez pour lui, s'étonna Donia Mercedes. Après ce qu'il vous a fait? Oui. Répondit Rufino d'une voix douce. Parce que Jésus nous a demandé de prier pour nos ennemis. Et parce que je comprends maintenant quelque chose que j'ignorais avant. Cet homme n'était pas mon ennemi. C'était quelqu'un qui avait perdu son chemin, quelqu'un qui avait laissé l'argent et la cupidité étouffer sa compassion. Je prie pour qu'en prison, dans sa propre nuit, il trouve lui aussi la lumière. Comme je l'ai trouvé. Le groupe demeura silencieux, touché par cette paix intérieure qu'aucune amertume ne semblait pouvoir ternir. Donia Luz finit par dire, don Rufino. Vous êtes un exemple pour nous tous. Rufino secoua humblement la tête. Non. Je ne suis personne de spécial. Je suis juste un vieil homme qui a vécu assez longtemps pour comprendre ceci. Quand tout semble perdu, quand on croit qu'il n'y a plus d'issue, quand on pense être seul, c'est précisément à ce moment-là que Dieu est le plus proche. C'est là qu'il accomplit ses miracles.
Pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous le méritons, mais parce que lui est bon. Parce qu'il est amour. Et parce qu'aucun de ses enfants n'est oublié. Cette nuit-là, Rufino rentra chez lui. Il prépara un repas simple, une soupe de légumes au poulet, un peu de riz complet, une pomme en dessert. Il servit une portion pour Tinto, qui la dévora avec enthousiasme. Rufino s'installa ensuite dans son canapé pour regarder les nouvelles, mais ses yeux revenaient toujours vers la porte du réfrigérateur, vers l'aimant qui maintenait la note. Après le dîner, il fit ce qu'il faisait chaque soir. Il s'agenouilla près de son lit. Ses genoux, autrefois douloureux, ne le faisaient presque plus souffrir. Et il pria. Seigneur Jésus, merci pour ce jour. Merci pour ma santé. Merci pour le toit au-dessus de ma tête. Merci pour Tinto. Merci pour mes nouveaux amis. Merci pour la fondation. Merci pour chaque bénédiction, grande ou petite. Il marqua une pause. Et merci pour cette nuit, il y a 6 mois. Merci d'avoir envoyé quelqu'un quand j'étais au bord de la mort. Je ne sais pas si c'était toi, ou un ange, ou quelqu'un guidé par ton esprit. Mais je sais que cela venait de toi. C'était ta main qui m'a relevé. Ta voix qui a parlé pour moi. Ton amour qui m'a sauvé. Les larmes coulèrent lentement le long de ses joues, comme chaque fois qu'il priait. Aide-moi à faire pour les autres ce que tu as fait pour moi. Aide-moi à voir les invisibles. À aider les oubliés. À être tes mains, tes pieds, dans ce monde qui a tant besoin de toi. Il resta un moment silencieux, enveloppé par cette présence douce et puissante qui avait toujours été là, même quand il ne l'apercevait pas. Cette présence qui ne l'avait jamais abandonné. Et dans le silence de son appartement, quelque chose se fit entendre non par ses oreilles, mais par son cœur. Une voix douce comme un souffle, solide comme un roc. La même voix entendue dans la pharmacie. Bien joué, mon fils. Bien joué. Rufino ouvrit les yeux. La pièce était vide, mais il savait qu'il n'était pas seul. Il ne l'avait jamais été. Il ne le serait jamais. Il s'allongea dans son lit, avec une paix profonde dans la poitrine. Tinto sauta près de lui, une liberté qu'il accordait rarement, mais ce soir-là, il le laissa faire. Il passa sa main dans son pelage. Le sommeil des êtres qui savent qu'ils sont aimés. Le sommeil de ceux qui savent qu'ils ne sont pas seuls. Le sommeil de ceux qui ont vu la main de Dieu se poser sur leur vie. 3 ans plus tard, la Fondation Puante de Esperanza inaugura un nouveau programme, le projet Rufino, dédié aux personnes âgées en situation de vulnérabilité médicale ou économique. Rufino, désormais âgé de 79 ans, y travaillait comme coordinateur bénévole. Il visitait ceux qui vivaient ce qu'il avait traversé autrefois, partageant son histoire. Semant l'espoir. La vidéo de cette nuit-là, celle où un homme mystérieux apparaissait puis disparaissait, circulait encore. 15 millions de vues. Certains prétendaient que c'était un trucage. D'autres parlaient de miracle. Rufino ne débattait jamais. Il n'essayait de convaincre personne. Il savait ce qu'il avait vécu. Il savait qu'il avait sauvé. Et cela lui suffisait. Quant à Claudio Méné, en prison, il avait commencé à assister à des études bibliques. Des rumeurs parlaient d'une vraie transformation intérieure. Il avait écrit une lettre à Rufino, demandant pardon. Rufino gardait cette lettre juste à côté de la petite note de son réfrigérateur. Sa réponse tenait en 3 mots. Je te pardonne, frère. Parce que c'est ainsi que fonctionne l'amour. L'amour qui a été pardonné apprend à pardonner. L'amour qui a été relevé apprend à relever les autres. L'amour qui a été trouvé apprend à chercher ceux qui sont perdus. Et ainsi, l'histoire ne se termine pas. Elle commence. Elle commence dans chaque cœur qui lit ces lignes et choisit de croire. Croire qu'il n'est pas seul. Croire qu'il est vu. Croire que dans sa nuit la plus sombre, quelqu'un marche à ses côtés. Personne ne meurt oublié quand il marche près de toi. Et il marche toujours près de toi. Il suffit d'y croire.